Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Il est notre invité, ancien Premier ministre du Sénégal, Abdou Mbaye, est aussi membre de la coalition Wallou, mais avant cela, il est membre du Congrès pour la Renaissance démocratique CRD. Monsieur Mbaye, bonjour et encore une fois, merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Monsieur Gueye et merci de m'avoir invité. C'est toujours avec plaisir que je reviens puisque je crois que ça doit être la deuxième ou la troisième fois. La deuxième. Alors, Monsieur Mbaye, contexte inflationniste, manœuvre politique en perspective de l'installation ce 12 septembre de la 14e législature. Oui, vous êtes membre du parti ACT. ACT, c'est Alliance pour la citoyenneté et le travail. Oui, vous n'avez pas pris part aux élections législatives dernières. Pourquoi? Je n'apparais pas sur les listes. C'est ça. Vous savez, j'ai une conception de la politique qui met mon rôle peut-être en retrait par rapport à de grands objectifs qu'on se donne, par rapport à une vision qu'on se donne. Et ma vision pour la démocratie sénégalaise, c'est qu'il est absolument nécessaire de parvenir à un rééquilibrage entre les institutions. Je l'ai dit, ça a peut-être été quelquefois critiqué, mais je considère pour ma part qu'il n'y a plus de démocratie et qu'on entre même en dictature ou soft dictature, pour reprendre un terme que j'ai déjà utilisé, lorsque l'exécutif contrôle totalement l'Assemblée nationale et fait dépendre la justice de ses injonctions. Et le rétablissement de la démocratie au Sénégal passe donc par un nouveau rôle à donner à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, il y a un nouveau rôle à définir dans le cadre du rééquilibrage des institutions qui passe par la modification de la Constitution. Elle-même va probablement venir avec l'application des décisions des assises nationales et des propositions de la Commission nationale de réforme des institutions. Mais avant cela, il était important de donner à l'Assemblée nationale une nouvelle importance par le nombre de députés représentant l'opposition. Or, ce projet n'était possible que par la constitution de coalitions fortes. En raison de la nature du scrutin qui est celui d'une élection à un tour majoritaire. C'est pourquoi nous avons très tôt reçu mandat d'abord de l'ACT, du Conseil national de l'ACT. Il fallait s'engager dans une démarche de rassemblement de l'opposition. Nous avons été désignés par le CRD avec d'autres camarades, dont notamment Pape Sarr de la LD Debout et également Mamadou Lamine Diallo de Tekki. Et on y a consacré du temps, on y a consacré de la réflexion, on y a consacré des rédactions de textes. Et malheureusement, avant les élections locales, il y a eu un impair. Le rassemblement large n'a pas pu être réalisé. Il a donc fallu laisser Yewwi se constituer et constituer une autre coalition, la grande coalition Wallou. Premier pas. Ça a donné des résultats pendant les élections locales et on a constaté confirmation de notre logique, de notre démarche, puisque la plus large, qui est celle de Benno Bokk Yakaar, est première, la coalition suivante par sa taille, celle de Yewwi, arrivée seconde, et la grande coalition, la troisième, arrivée troisième. Donc il était important de capitaliser sur ces constats, sur ces premiers acquis, pour définir une nouvelle stratégie vers les législatives et qui pouvait permettre peut-être même de créer de la cohabitation en donnant une majorité à l'opposition et de toutes les façons d'ébranler fortement la majorité présidentielle, appelons-la ainsi. Et c'est comme ça qu'est né du CRD, proposé ensuite à Wallou, proposé ensuite à Yewwi, à Wali d'ailleurs ayant été entre-temps renforcé par l'arrivée de Tabar Diatna, que nous avons pu mettre en œuvre l'intercoalition qui a permis d'obtenir les résultats que nous avons. Alors, quand vous allez en coalition, c'est pour revenir à votre question de départ, quand vous allez en coalition,
vous n'avez pas la maîtrise de la liste qui sera déposée. Et évidemment, c'est une responsabilité qui incombe totalement au mandataire en dernière minute. Et je n'ai pas souhaité prendre le risque de créer des raisons de me fâcher contre un mandataire désigné qui m'aurait mis dans une place non honorable pour devenir honorable député. Et je me suis donc contenté de rester dans une dynamique de contribution, essentiellement orientée par contre, puisque c'est au niveau de Kaolack que nous avions un candidat, une candidate d'ailleurs, pour être plus précis, Sorna Zeynab Sissé. Et c'est donc là que nous avons développé nos efforts. Donc ce sont vos collègues de Kaolack qui m'ont entendu, qui ont constaté mon implication plutôt que vous-même. Alors les résultats sont bons, même s'ils n'ont pas permis l'élection de notre représentante, puisque pour la première fois depuis l'indépendance à Kaolack, l'opposition gagne la ville. Malheureusement, les autres communes, à l'exception de Kawan et Nyadieng, n'ont pas suivi. Et nous apportons quand même à la coalition Yaoui, parce que c'était sous la bannière Yaoui que Kaolack était placé, nous avons quand même apporté près de 45 000 voix, c'est-à-dire l'équivalent d'un député. L'équivalent d'un député. Cela nous permet de rester aussi dans ce cadre pour parler politique avec ces manœuvres en cours. Ce que je constate simplement, c'est d'abord l'importance du résultat qui est sorti de ces dernières élections. Et on a aujourd'hui en place une Assemblée nationale qui ne sera pas le modèle auquel on nous a habitués. Une Assemblée nationale majorité mécanique. Exactement, qui écrase l'opposition, même quand les députés de l'opposition représentent la majorité des électeurs, parce que c'est le cas depuis 2017. On l'oublie souvent. Mais ce que je constate, moi, comme essentiel, c'est que d'abord, le nombre important des députés de l'opposition, la fragilité de la majorité présidentielle conduira nécessairement à la recherche d'équilibre. Même avec une majorité relative. Vous savez, et cela explique pourquoi j'étais presque en colère quand j'ai vu qu'on s'attaquait à des candidats de l'opposition en les stigmatisant et en considérant qu'ils étaient déjà membres de la majorité. Je ne suis pas d'accord non plus quand on attaque, pour ne pas le nommer, Pape Djibril Fall lorsqu'il prend l'option de l'indépendance. Je crois qu'il faut rester dans cette dynamique de grand rassemblement qui a permis ce premier succès. Essayer de rassembler sur des bases patriotiques et non pas simplement sur des bases de clivage politique. Et à ce moment-là, le peuple du Sénégal peut avoir une surprise en constatant que même dans le camp de Benno Bokk Yakaar, il y a des patriotes. Il y a des patriotes qui peuvent être associés au rétablissement de certains équilibres et du respect de la loi, simplement, parfois. Je pense par exemple à... Mais on pourra peut-être revenir sur la démarche à avoir. Être patriote, ça n'est pas le déclarer, ce sont des actes posés. Et très sincèrement, je considère qu'aussi bien au niveau de l'opposition hors le bloc Yaoui-Wallou, mais également au niveau de Benno Bokk Yakaar, il y a des moyens de créer de la convergence patriotique, des complicités patriotiques. Et à ce moment-là, c'est l'intérêt du Sénégal qui sera devant et non pas des intérêts particuliers. Privilégier l'intérêt du Sénégal, mais cela devrait passer d'abord par les postes à élire. Et ces postes à élire, il y a la présidence de l'Assemblée nationale. Qu'on le veuille ou non, que caractérise justement cette présidence dans un contexte comme celle de la 14e législature? Mais écoutez, je crois très sincèrement que le président Macky Sall, s'il a encore les moyens pour cela, ce que je suppose,
se battra corps et âme pour avoir la présidence de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a une première défaite, ce sont ces mauvais résultats. C'est une seconde défaite qui lui sera très difficile d'accepter. Et je pense que, très sincèrement, il réussira quand même à préserver cette fonction dans le giron de Vous avez l'impression que l'opposition ne saura pas faire face? Il ne faut pas être défaitiste. Oui. Je pense personnellement que un mauvais choix par Macky Sall pourrait conduire à faire gagner un représentant de l'opposition, mais j'en rêve sans trop y croire. Mais oui, au sujet également des groupes parlementaires, combien de groupes parlementaires devraient connaître pour une meilleure efficacité de cette Assemblée nationale, au regard justement de cette configuration? Bon, je ne suis pas directement associé à la stratégie mise en place par l'intercoalition Yahweh Askanui, mais d'après ce que j'en ai reçu pour l'instant comme information, l'objectif est de créer plusieurs groupes parlementaires au sein de l'opposition afin de gagner en temps de parole. Parce que le président du groupe parlementaire, il a un temps de parole supérieur à celui du député simple. Bon, je pense que c'est une bonne démarche stratégique, car l'absence de majorité doit être compensée non seulement par la recherche de complicité patriotique, mais également par le discours de l'opposition tel qu'il sera reçu par le peuple sénégalais. Et il est donc important que ce discours dispose de temps. Donc, pour moi, c'est une bonne stratégie que d'envisager de mettre en place plusieurs groupes parlementaires. Alors, il est également annoncé, toujours en restant dans l'Assemblée nationale, la 14e législature, la mise en place d'une stratégie d'engagement de législature pour l'intercoalition Wallu-Yewwi. Vous en pensez quoi? Est-ce une bonne idée? Mais écoutez, je crois qu'il est de toute façon nécessaire de créer une coordination au niveau de l'opposition. Il y a des chantiers importants à ouvrir pour cette législature, des chantiers qui doivent conduire à des propositions de loi. Il n'est pas certain qu'elles puissent être votées en raison de l'existence toujours d'une majorité détenue par Benno Bokk Yakaar. Et entre nous, même si la proposition va dans le sens des intérêts du Sénégal, je ne vois pas, moi, Benno Bokk Yakaar agir dans le sens de cet intérêt depuis un certain temps. On pourra y revenir au regard de l'actualité récente. Mais il sera au moins important de démontrer au peuple du Sénégal que Benno Bokk Yakaar s'oppose aux intérêts du Sénégal et aux intérêts du peuple du Sénégal. Donc les propositions de loi doivent venir. Même lorsque ce sont des propositions vouées à l'échec. Je vois par exemple, prenons cet exemple. Vous avez, je ne sais pas, vous vous en souviendrez, en 2021, je crois que c'était, je ne me souviens plus du mois, mais vous avez un Conseil constitutionnel qui se réunit hors quorum, en violation de la loi organique qui organise son quorum et ses règles de décision. Et nous, CRD, nous faisons un courrier au président du Conseil constitutionnel pour lui dire qu'il n'a pas le droit de violer la loi organique. Et ils prennent une décision, la décision de 2021, autant que je me souvienne, qui en son considérant 6, dit « Nous pouvons nous réunir, même quand on est inférieur au nombre de 7, mais qu'on est encore 4. » Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc il faut corriger ça, il faut d'autres jurisprudences, ou il faut une loi qui rétablisse la précision si elle est absente. Je crois que c'est l'article 3 de la loi organique, je ne me souviens plus très bien. Donc il y a également, regardez le problème du parrainage. Vous avez un arrêt de la Cour de la CEDEAO qui donne injonction à l'État du Sénégal de respecter ses engagements internationaux, ce qu'il ne fait pas. Il va falloir introduire des procédures pour amener à
la révision de la loi électorale sur ce point et sur d'autres, et à chaque fois expliquer pourquoi, et dire également, après vote, quand ce n'est pas adopté, expliquer également au peuple pourquoi ça n'a pas été respecté. Donc tout ça pour vous dire qu'il est absolument nécessaire de créer de la coordination, mais encore une fois, une coordination non seulement à l'intérieur de l'intercoalition Yewwi-Wallu, mais également une coordination à la recherche de complicité patriotique. Et pour ma part, très sincèrement, connaissant personnellement Thierno Alassane Sall, par exemple, hein, pour ne citer que lui, je n'ai aucun doute qu'à chaque fois qu'il constatera que là se trouve l'intérêt du Sénégal, il votera dans ce sens. Pape Djibril Fall, bon, il se distingue d'ailleurs, hein, les députés, on retient facilement leur nom, les députés qu'il fallait bien traiter en prévision de résultats qui pouvaient être ceux-là. Et je pense que Pape Djibril Fall aussi est un homme qui a beaucoup d'ambition, un jeune avec beaucoup d'ambition pour le futur, se sachant surveillé par le peuple qu'il représente, ben je crois qu'il ira également en général dans le bon sens. Ça suppose d'ailleurs autre chose, vous voyez. Surveillé par le peuple, ça suppose l'engagement d'un peuple qui surveille justement son vote de très près. Il y a non seulement ça, mais il y a d'abord, c'est un message à décrypter, un peuple qui est majoritairement contre la manière de gouverner du président Macky Sall. Parce que c'est vrai qu'on a élu des députés, mais des députés qui se sont réfugiés derrière le bilan de Macky Sall, derrière la personnalité de Macky Sall, derrière leur chef de parti, leur chef de coalition. Ça a été une erreur pour vous, le fait justement de décliner en premier le bilan de Macky Sall comme stratégie pour pouvoir convaincre l'électorat? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Sa perte de vitesse est manifeste. À mon avis, elle ne s'interrompt pas d'ailleurs. Elle va se poursuivre. Je pense qu'ils ont commis une erreur. Ils la payent cher. Ils auraient déjà dû tirer les leçons de 2017. Il n'y a pas eu d'amélioration significative dans le mode de gouvernance depuis lors. C'est une pente descendante et malheureusement il va en entraîner beaucoup avec lui. Donc le message du peuple est clair. Nous voulons autre chose que ce que nous avons connu, en termes de mode de gouvernance, mais aussi en termes de moralité, de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Car, je vous donne mon exemple, et c'est un discours que j'ai entendu partout ailleurs, on a eu à rappeler systématiquement à l'électeur que le député devait d'abord être son représentant à lui. Et donc, il a fait le choix en fonction de ça. Je pense qu'un député, c'est le représentant du peuple. Je crois que c'est un message qui a été bien compris par tous ceux qui se sont fait... Alors bien décrypté par le peuple, mais il y a aussi l'autre versant, c'est le taux d'abstention. Environ 53% de l'électorat qui s'est abstenu, ça aussi, c'est un message lequel pour vous? Très juste, c'est un message qui, à mon avis, lorsque décrypté, joue au désavantage de Benno Bokk Yakaar. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté personnellement sur le terrain, donc comme je vous le disais tout à l'heure, celui de Kaolack principalement et quelques autres départements où je suis allé apporter un peu de soutien, l'opposition est très mobilisée, davantage mobilisée que Benno Bokk Yakaar. Elle l'a été davantage pour ces élections. Et je pense que la déception des électeurs traditionnels de Benno Bokk Yakaar a joué en faveur d'une abstention. Et ça fait partie d'un désamour qui a commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui va se poursuivre et s'accélérer. Oui, mais est-ce que cela ne signifie pas également un désamour vis-à-vis de la classe politique dont justement sa totalité, avec un taux d'abstention aussi élevé? Je ne pense pas que ce soit le message principal. Par contre, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte comment? En redonnant
l'importance que le peuple doit occuper dans le discours politique. C'est-à-dire l'intérêt qu'il faut accorder au choix du peuple, aux besoins du peuple, à ses inquiétudes, à son espoir pour demain. Et ça, c'est important. Il ne faut pas se murer dans une opposition systématiquement clivante, destructrice. Je crois que le Sénégalais demande autre chose aujourd'hui, l'électeur sénégalais demande autre chose aujourd'hui, et ça peut être accepté comme partie du message à retenir du fort taux d'abstention. Oui, toujours au sujet de ces résultats qui sont annoncés, avez-vous l'impression que la jeunesse, effectivement, s'est engagée dans ces élections et a aussi donné son cachet au regard, justement, des résultats? Je pense que oui. D'abord, je pense que c'est son irruption dans le corps électoral qui a probablement fait pencher la balance. Et je pense que oui également, parce qu'il y a un effet entraînant aux mobilisations qui sont créées, et les mobilisations sont en général le fait de jeunes. Il suffit de regarder les images et de constater que ça n'est plus l'ancienne population de femmes qu'on appelait avec t-shirt et boubou distribués. Ce sont des jeunes qui arrivent et qui sont à l'écoute de discours parfois radicaux. Vous parlez d'irruption massive des jeunes. Pour vous, quelle en est l'explication? L'irruption massive des jeunes dans la politique, quelle en est l'explication? Et le canal distingué à travers cette irruption, oui, c'est le digital. Écoutez, d'abord, il y a les conséquences naturelles, je dirais, de la démographie. C'est-à-dire, la population sénégalaise est de plus en plus jeune, et par contre, aujourd'hui, comme vous dites, elle semble s'intéresser davantage à la question politique. Oui. Pourquoi? Mais parce qu'elle est pleine d'interrogations concernant son avenir. Vous avez un Sénégal aujourd'hui qui n'est pas capable de donner de l'espoir à sa jeunesse. Mais ça aussi, c'est de la vocation des responsables politiques comme vous. Est-ce que finalement le choix politique du président de la République à l'endroit de cette jeune-là n'a pas été à la hauteur? Et vous autres, quel regard portez-vous comme alternatif du point de vue à la fois du discours et de l'offre politique vis-à-vis de cette jeunesse? Notre offre, elle est forcément programmatique. Et dans notre programme, il y a d'ailleurs des éléments qui ont été livrés lors de notre congrès de 2018, avant l'élection présidentielle de 2019. Nous traçons des voies pour, non pas s'occuper des jeunes comme on le voit dans beaucoup de programmes, les jeunes, on leur fera ça, les jeunes, on donnera des crédits, etc. Non, pour définir une économie, reconstruire une économie créatrice d'emplois pour les jeunes. C'est ça le vrai défi. Si vous pensez qu'on peut avoir le temps d'en discuter, ça peut être un peu long. Déjà, oui. Mais ce sont de nouvelles orientations fondamentales que nous devons donner à notre conception de la croissance économique. Nous, dans notre programme, nous considérons par exemple que la logique de grands projets doit être abandonnée. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'elle est grosse consommatrice de ressources, grosse consommatrice d'endettement extérieur et donc d'avenir compromis dans une certaine mesure. On a alerté tant de fois sur attention, nous avons au mur en matière d'endettement extérieur, on ne nous a pas cru et puis aujourd'hui le mur est là. Il faut donner une importance toute particulière à l'agriculture, non pas par des mots, mais en transformant ce secteur non seulement comme le meilleur moyen de lutter contre la faim et l'extrême pauvreté qui existent au Sénégal, mais également comme secteur créateur d'emplois attrayant pour les jeunes. Nos jeunes, je viens d'Italie où j'étais en début d'année, nos jeunes entrent dans les pirogues au risque de leur vie, vont en Italie pour faire quoi? Pour travailler dans l'agriculture et parfois découvrir
ce que l'agriculture permet de gagner. Mais il faut le faire ici. Mais pas avec des mots qui annoncent des records de production en ce mois, c'est-à-dire en août, alors qu'on n'a pas encore distribué les semences ou presque pas, que les engrais n'existent pas. Vous ne croyez pas aux statistiques qu'on vous livre? C'est ridicule. Ah oui? Donc on offre de nouvelles perspectives et on propose au-delà de l'agriculture, d'abord de substituer aux grands projets des grands travaux, utilisateurs de main-d'œuvre. Et figurez-vous que parmi ces grands travaux, ça c'est l'ancien Premier ministre qui vous en parle, figurait à l'époque la lutte contre les inondations, la nécessité de refaire en partie notre urbanisme, d'employer des jeunes. Et on suivait chaque semaine le nombre d'emplois créés par les entreprises qui étaient impliquées dans les chantiers. C'est un problème de méthodologie. C'est un problème de planification. D'option d'abord. Oui. Quand vous choisissez les grands projets, parce que vous aimez les éléphants blancs qui vont faire votre notoriété ou qui vont permettre, je suis désolé de le dire, plus facilement d'avoir quelques retombées financières, on n'est plus dans la vision. On est dans le petit calcul d'intérêt et malheureusement, ce n'est pas ça qui va développer le Sénégal et qui va donner de l'espoir à notre jeunesse. Donc, il faut une offre programmatique différente. Il faut certes dénoncer ce qui se fait, mais il ne faut pas... Vous savez, c'est vrai, on va mettre les voleurs en prison, il faut de la reddition des comptes, mais ça ne peut pas s'arrêter à ça. Donc, il faut un discours nouveau, il faut des projets nouveaux adressés à la jeunesse. Il faut également, sans doute, des hommes politiques nouveaux capables de justifier de réussite. Quand la principale préoccupation d'un jeune, c'est de trouver un emploi, je crois qu'il sera rassuré quand vous lui présenterez des hommes politiques qui ont déjà créé des emplois. À travers leur expérience professionnelle. Donc il y a aussi appelons ça des concordances à trouver, des concordances rassurantes, et ça doit être l'objet d'un nouveau discours politique. Et sur ce volet-là aussi, il y a à légiférer pour une amélioration des conditions de vie des jeunes. Très sincèrement, vous avez à la charge de l'État une responsabilité de partition, une responsabilité de solidarité à organiser. Mais non seulement ces démarches trouvent très rapidement des limites au niveau des États pauvres, mais encore davantage au niveau d'un État que la gestion vraiment désastreuse de son président et de ses équipes ont conduit à ces impasses qui sont des impasses devenues fondamentales, impasses budgétaires, impasses d'endettement, impasses sur les paiements extérieurs également. Mais pourtant, on dit qu'ils ont une bonne signature avec les eurobonds qui ne cessent justement d'être attrapés comme recours d'endettement. Les statistiques permettent les emprunts parce que se traduisent par des notes acceptables. Mais quand vous êtes dans une démarche où vous empruntez pour rembourser, c'est que vous avez déjà... Ça, c'est l'ancien banquier qui vous parle. C'est que les problèmes sont déjà là. Les problèmes sont déjà là et sont en train d'être différés. Absolument. Oui, alors, absolument. Oui, justement, M. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, on est toujours dans le registre politique pour y rester encore parce que aujourd'hui, vous avez décliné pas mal de sujets à impact économique, mais également social, ce qui devrait être porté par un appareil gouvernemental. On est à l'attente de la nomination d'un Premier ministre et suivi justement de la formation du gouvernement. Oui, que l'Assemblée nationale, son installation précède la mise en place du gouvernement vous inspire quoi dans un contexte où tout est devenu urgent? Bon, très sincèrement, rien ne m'étonne plus des décisions prises par le président Macky Sall. La suppression du poste de Premier ministre m'avait étonné. Son rétablissement allait de toute façon venir
peut-être qu'il est le seul à ne pas en avoir été étonné, poste de Premier ministre. Et 8 mois après, c'est-à-dire que ne pas respecter les dispositions constitutionnelles de notre pays en nommant un Premier ministre, c'est une obligation. C'est une obligation. Mais il n'a pas démontré un respect pour notre Constitution, donc il ne va pas commencer avec ça, mais c'est un désastre. Vous n'avez pas, non seulement tout à l'heure on insistait sur le problème de la vision, mais vous n'avez même pas une bonne coordination de l'action gouvernementale. C'est le désastre. Cela passe impérativement par justement la nomination d'un Premier ministre comme coordonnateur. Exactement. Alors on se réfugie derrière du fast-track, etc. Non, ce dont on a besoin, c'est d'une bonne coordination de l'activité gouvernementale. Or, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Le président est en voyage, le président ne tient pas de conseil des ministres, tout le monde est en attente, les ministres eux-mêmes sont en attente depuis le mois de janvier. Comment voulez-vous d'ailleurs aller dans des conditions optimales vers des élections quand tout le monde ne gère que des affaires courantes? Et bon, aujourd'hui, il va attendre encore un peu plus. 8 mois, là, il reste 15 jours. Quel est le lien entre installer l'Assemblée nationale et nommer un Premier ministre suivi de la formation de gouvernement? Quel est le lien? Il faut se mettre dans la logique de M. Macky Sall. C'est-à-dire? Il gère une répartition de postes politiques. Il ne met pas devant un souci d'efficacité. S'il mettait devant un souci d'efficacité et une recherche de fast-track, pour reprendre les concepts qu'il aime bien, je pense qu'on aurait eu un Premier ministre depuis bien longtemps. Il ne le fait pas parce qu'il est en train de gérer des postes politiques. Et à quelle fin? C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous avez un gouvernement qui ressemble à un mini-parlement avec une quarantaine de membres, vous gérez des postes politiques. Mais à quelle fin, M. Mbaye? L'objectif principal est de durer le plus longtemps possible. Point, barre. Au pouvoir. Ah oui? Pour en jouir, parce que c'est sa conception du pouvoir, pour en jouir. Et puis, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne se rend pas compte, et ils ne se rendent pas compte que ça finit par être visible par l'électeur. Et l'électeur, il finit par sanctionner visible et contre-productif, vous voulez dire? Mais d'abord parce qu'on constate qu'on travaille pour soi-même, pour sa famille, pour son clan. Ça ne se cache pas. Ça apparaît à tout moment, en plusieurs occasions. Et la sanction finit par tomber. Ensuite, on ne peut pas non plus cacher qu'on veut rester coûte que coûte en s'en prenant à tous les opposants, en manipulant la justice. Vous ne pouvez pas le cacher. C'est-à-dire que vous allez lire, par exemple, une analyse, un éditorial du Monde, après les dernières élections, ils vont dire, mais on va vers des extrêmes parce qu'ils ont eu pour stratégie de couper les jambes des hommes politiques, des opposants qui étaient représentatifs. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que il ne faut pas prendre les électeurs, ceux qui vous choisissent, il ne faut pas prendre votre peuple pour une congrégation de personnes qui ne réfléchissent pas. C'est pas possible. Il faut accepter qu'il y a de l'intelligence derrière chaque Sénégalais et que tous vos actes, notamment dans la durée, finissent par être compris, entendus, notamment grâce à l'action menée par les partis d'opposition, parce que c'est notre rôle, ou la société civile, parce qu'elle est très active dans notre pays, et même les journalistes, parce que certains restent très objectifs dans leurs analyses. Oui, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Abdoul Mbaye de ACT. ACT, c'est Alliance pour la citoyenneté et le travail. Le président, vous en êtes le président, oui. Vous êtes également membre du Congrès pour la Renaissance démocratique, CRD, membre de l'intercoalition Wallou-Yewwi. Alors, M. Mbaye, on a parlé de gouvernement, préalablement, on a parlé de l'Assemblée nationale, suivi de la formation d'un gouvernement qui devrait passer par la nomination d'un Premier ministre. Un Premier ministre comme vous ou un Premier ministre pour quel cahier de charge?
Vous savez, j'ai écrit en 2014 un ouvrage quand j'ai quitté la primature. Et j'ai commencé par citer Michel Rocard. C'est une phrase que j'avais remarquée quand j'étais étudiant et que j'ai conservée précieusement dans un coin de ma mémoire. Le politique est condamné à échouer s'il se passe de technicité et de morale. Alors le meilleur conseil que je puisse donner aujourd'hui au président de la République, c'est de sortir de sa logique de distribution de postes politiques. Ah oui. De faire le choix d'un Premier ministre à la fois techniquement compétent, reconnu comme tel par son équipe, mais également en mesure de diriger ce gouvernement dans le respect d'une nécessaire éthique. Les Sénégalais ont besoin de constater que même si c'est difficile parce que ça va être très difficile, Oui. même si c'est difficile, la gestion de ce qui est disponible est faite de manière équitable. Gestion sobre et vertueuse. C'est-à-dire ce à quoi il appelait en 2011 et au début de 2012. Mais qu'est-ce qui a Or, oui. que constate-t-on, Monsieur Gueye? Oui, c'est la question. Qu'est-ce qui a changé chez l'homme? Ce n'est plus le même homme qui vous avait appelé à travailler avec lui. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui a changé? Et à quel moment avez-vous constaté ce changement? Bon, d'abord, c'est plus le même homme. Je me souviens d'ailleurs que quand je faisais ma rentrée politique en 2016, je disais, mais je ne reconnais plus mon Macky Sall. C'est pas possible. Ce n'est plus le même homme, c'est certain. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je pense personnellement que nous avons au Sénégal un dispositif institutionnel, je n'ose pas dire le mot, mais je vais quand même le dire, qui rend fou. Celui qui mesure à quel point il peut en disposer au profit de sa volonté de puissance et par voie de conséquence d'ailleurs, puisqu'on est en Afrique, d'enrichir. Le vrai problème du Sénégal ne sera pas demain de travailler à une nouvelle alternance, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Il est absolument indispensable, et je ne sais pas très exactement d'ailleurs comment ça doit être, mais déjà cette Assemblée nationale forte peut être un prémisse dans cette voie. Il est absolument nécessaire de revisiter notre dispositif institutionnel, de le rééquilibrer dans le sens d'une réduction des pouvoirs du président de la République, d'un renforcement du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale et dans le sens d'une plus grande indépendance de la justice. Tant que nous n'aurons pas ça, Monsieur Gueye, nous prenons le risque, mais alors, quand je parle de risque, une probabilité à 99,99% de retomber à chaque fois dans les mêmes travers. Mais justement, c'est un fait de déception très oui, forte. Le problème, ce n'est pas l'homme, c'est plutôt les institutions pour vous, ou les deux à la fois. Disons que le problème des institutions est majeur, mais évidemment le problème de l'homme se pose. Quand vous êtes capable de cesser d'être honnête, bon, c'est que peut-être vous ne l'étiez pas déjà, mais que les circonstances ne vous permettaient pas d'exprimer le fond. Ah, d'ailleurs, j'ai lu une fois, je crois que c'était dans Jeune Afrique, une phrase, alors je ne me souviens plus de son auteur, elle était ainsi libellée: le pouvoir ne rend pas fou, il révèle la folie. Donc il est également important non seulement de donner la priorité à cette logique de révision du dispositif institutionnel dans sa globalité pour aller vers une vraie république, pour aller vers une vraie démocratie, pour aller vers un véritable état de droit, mais il est également important de mettre des hommes à la moralité
irréprochable. Oui, vous avez justement décliné la feuille de route à la fois pour le prochain Premier ministre, également pour la formation gouvernementale qui va suivre. Se dessine maintenant le contexte à analyser. Le contexte, il est inflationniste. Le contexte, il est ce qu'il est au regard de la souffrance qui provient de tous les secteurs aujourd'hui. Vous avez le marché, vous êtes banquier pour ne pas dire économiste. Vous avez également, Abdoul Mbaye, la situation des familles, des femmes. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de ce contexte avant d'entrer dans les spécificités du point de vue social comme économique? Le contexte est explosif. Le contexte, nous l'avons décrit, analysé, annoncé dans ses conséquences, non seulement à la fin de l'année 2020, mais de nouveau à la fin de l'année 2021, dans le cadre d'un discours annuel que nous faisons en fin d'année. Oui, mais il n'est pas que contexte Sénégal. Attendez, vous êtes dans une mondialisation aussi exact, qui, vous avez justement, raison. De ce côté-là également, vous n'est pas aisé. Vous oui. avez raison de le souligner. Vous avez raison de le souligner. Le problème est que vous avez des contextes qui partagent l'inflation. On peut revenir sur les différentes raisons. Mais vous avez surtout des pays qui bénéficient de filets de sûreté pour en amoindrir les conséquences et des pays qui ont épuisé tout ça avant même que les causes externes d'inflation ne se révèlent. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez le cas de l'énergie. Oui. L'atteint aujourd'hui, on les annonce comme des records par rapport à un passé qui est récent. Mais le prix du pétrole est encore inférieur à ce qu'il était en 2012 au Sénégal, et même en 2013. On a eu ensuite une période de forte baisse du prix du pétrole. Nous avons considéré qu'il était important d'en faire profiter l'économie sénégalaise dans le contexte d'une recherche d'émergence qui reposait justement, c'était la condition sine qua non, sur une baisse du prix de l'énergie. Mais vous aussi, lors de votre passage, vous étiez aussi pour justement les subventions également. Oui. Subventions. Moi, j'étais à l'époque du pétrole haut. Ça veut dire qu'on était à 112 dollars le baril et plus. Mais c'est après mon départ que ça a baissé, c'est descendu jusqu'à 40 dollars. Oui, mais le principe reste le même. Non, attendez. L'option de la subvention, lors de votre passage aussi, a été constatée. Mais à ce moment-là, c'était haut. Mais laissez-moi venir. Oui. Quand ça baisse, vous mettez fin à la subvention. Mais vous avez aussi les moyens d'en faire profiter votre économie et les consommateurs. Comment? Mais en répercutant la baisse sur vos prix. La Sénélec l'a essayé un moment, très peu, mais ce n'était pas suffisant. Pourtant, toutes les recommandations internationales, notamment du Fonds monétaire international, allaient dans ce sens. Vous n'avez pas laissé l'économie, vous n'avez pas laissé les consommateurs bénéficier de cette baisse. Mais quand la hausse revient, qu'est-ce qui se passe? Vérité des prix? Non, vous êtes obligé d'augmenter de nouveau. Parce que vous avez recherché des équilibres, souvent faits de magouilles, de rapines, etc. On va y venir. Et ça se confirme avec... vous avez eu, par exemple, le scandale Excelec que j'ai dénoncé. Ce sont les fameux poteaux électriques, marché de 500 millions ARMP qui accordent sur la base de l'intervention de Boun Abdallah Dionne, secrétaire général de la présidence, qui accorde ce marché à 36 milliards de francs CFA. Vous avez des choses pareilles, c'est épouvantable. Et aujourd'hui, dans la même démarche, ce fameux décret qui a été signé en août dernier, le 12 août je crois, en violation de la loi, en violation du code des obligations de l'administration, c'est un décret qui soustrait aux contraintes du code des marchés tout ce qui est
acquisition de pétrole, de gaz, d'équipements, etc., par des sociétés comme la Sénélec, la SAR, etc. Mais c'est un scandale innommable. Bon, c'est vrai que ça, en général d'ailleurs, quand les fins de règne arrivent, vous voyez souvent ce genre de décision, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et pour quelle raison? Pas parce qu'il y a de l'urgence, parce que l'urgence c'est au cas par cas, mais parce qu'il faut aller vite. Mais quand vous êtes un bon manager, on vous demande de bien prévoir, de vous organiser pour qu'à l'échéance, vous soyez prêts. Donc, sur le plan de l'énergie, on n'a pas constitué ce que j'appelle un filet de sauvetage. On n'a pas baissé les prix aux consommateurs. On n'a pas fait profiter l'économie d'une baisse de prix en général sur l'énergie. Mais quand la hausse revient, on est obligé d'en répercuter les effets au détriment de l'économie, malgré un niveau qui n'a pas encore atteint celui de 2012. Mais vous alors, concernant... Oui. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous avez les pays qui subissent tous la hausse des prix. Vous avez ceux qui sont en mesure de proposer de la substitution interne. C'est important. Parce que, ici, on le dit, le Conseil des ministres vous dira consommons local. Mais encore, faut-il trouver de quoi consommer local? Quand vous dites consommons local, le prix du riz a augmenté, je vais acheter du mil. Et vous avez vu le prix du kilo du mil 600, 700 francs le kilo. Pourquoi? Parce qu'il y a insuffisance de production. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pourtant, on nous a rabâché les oreilles avec des records atteints en matière de récolte céréalière, en augmentation de 38% d'une année à l'autre. Donc voilà nos vrais problèmes. Il y a certes des causes externes, elles sont objectives, mais il y a les conséquences d'une mauvaise gestion sur la durée de notre économie, de nos finances publiques, et le déséquilibre, l'importance du déficit budgétaire aujourd'hui réduit quasiment à néant les possibilités d'amortisseurs sociaux. Voilà. Donc, quand vous avez un déficit budgétaire qui égale le tiers de vos recettes fiscales, qu'est-ce qui peut expliquer justement ces contraintes en termes de recettes fiscales? Écoutez, très sincèrement, moi je verrai les défauts, je porterai d'abord les critiques au niveau des dépenses. Quand vous avez un système qui repose sur la corruption, qui repose sur la négation d'un système d'appel d'offres, qui recherche l'entente directe, mais vous avez des surprix, des surcoûts, et vous avez donc des dépenses qui ne représentent pas, qui ne sont pas efficaces. Où sont les corps de contrôle? Écoutez, ils sortent des rapports. D'abord, je vois que ça s'accumule 2, 3, 4 rapports. Et puis, combien de rapports sont sous le coude du président? Combien de rapports sont sous le coude du procureur? Non, c'est de la rigolade. À chaque fois même quand la CRI a été activée, on a visé une personne politique. On en a visé d'autres d'ailleurs, mais dont les poursuites ont été abandonnées quand elles ont rejoint le camp présidentiel. Donc le rapport du corps de contrôle ne sert à rien, très sincèrement, et c'est très dommage. C'est pas la faute des corps de contrôle, c'est la faute de ceux qui doivent donner suite aux recommandations de ces corps de contrôle. Donc nous avons aujourd'hui, il faut le savoir, nous avons aujourd'hui une impasse budgétaire qui ne permet plus de marge de manœuvre. Nous avons une impasse en termes d'endettement. Nous avons l'endettement le plus élevé de la zone. Il réajuste un peu en deçà de 70%. Moi, on est au-delà de 70%. Au niveau des paiements extérieurs, par défaut en partie d'une production agricole orientée, véritablement orientée, substitution des importations. Et qu'est-ce que vous avez? Souvent d'ailleurs, j'entends dire il faut sortir du franc CFA, mais quand vous envisagez de sortir du franc CFA, il vous faut également des devises. Or là, on a une situation des paiements extérieurs, mais qui est catastrophique. Catastrophique, parce qu'il n'y a pas eu de vraie politique
mis en œuvre pour créer, c'est presque de la souveraineté. Mais oui, mais pourtant, il y a le pape II comme alternative. Écoutez, il y a le pape II, il y a le... Je me perds d'ailleurs parce que ça a commencé par le PSE, après le pape II, après le presque, ou bien il y en a 3 ou 4 depuis. Moi, je m'y perds. Mais, alors, je vais vous dire, il y a une technique qui est la suivante. Lorsque vous mettez en œuvre un projet, qu'il échoue dans ses résultats, parce que vous fixez des résultats à atteindre. Lorsque vous vous rendez compte que vos résultats ne sont pas atteints, le plus commode, c'est quoi? C'est de passer à un autre projet, à un autre programme. On change la dénomination, on oublie ce qui a précédé. Ah oui, c'est la démarche. C'est ce que je retiens, moi. Pour vous, le seul problème demeure et reste le problème de la gouvernance. C'est le problème essentiel de notre pays. Et ça va aller s'aggravant, malheureusement, monsieur Guy, comme je le disais tout à l'heure. Parce que nous sommes en période de fin de règne. Et vous allez voir, les scandales vont se multiplier, s'accumuler. Et c'est le rôle de notre Assemblée nationale d'attirer l'attention sur tous les points qui auront été identifiés comme allant dans Vous conférez quel cahier de charge, justement, aux députés de l'opposition en termes d'initiative de loi? D'abord de la correction, ensuite de la vigilance. De la correction, et comme je vous l'ai dit d'ailleurs, même quand on sait que ça ne va pas passer ou qu'il y a des problèmes de procédure, qu'on mette en évidence par la communication la stratégie de blocage mise en œuvre par les non-patriotes. Je préfère dire les non-patriotes plutôt que par l'opposition. Sur le plan de notre Constitution, au plan de notre Constitution, il faut donner suite à l'arrêt de la CEDEAO qui dit qu'il faut supprimer le parrainage. Au niveau des lois organiques, il faut mais rapidement rétablir les règles de décision du Conseil constitutionnel. Je cite comme ça, ce qui me vient au fur et à mesure. Les règles de prise de décision du Conseil constitutionnel, il faut une nouvelle jurisprudence parce qu'elle a été établie par des décisions qui violent la loi organique. Je pense également qu'il faut rapidement introduire une action allant dans le sens d'une confirmation de l'impossibilité de faire un troisième mandat. La Constitution ne parle pas ne fait pas de distinction entre un mandat de 7 ans et mandat nul. Donc, personne ne peut faire plus de 2 mandats. Mais qu'il y ait peut-être un texte complémentaire proposé, et puis on verra bien. Vous avez le code électoral pour la limitation de mandat. Évidemment, c'est notre Constitution. À partir du moment où c'est ma Constitution, je la respecte. Mais il faut que tout le monde la respecte. Au niveau de la loi, vous avez le code électoral à changer rapidement. En ces articles L29, L30, je pense qu'il est... Parce que ça viole également d'autres dispositions constitutionnelles qui sont contenues dans la Convention des droits de l'homme, l'individualisation des peines. Vous ne pouvez pas automatiquement, parce que vous avez été condamné sur le plan avec un petit 6 mois ou quelque chose comme ça, perdre vos droits civiques. Ça n'a aucun sens. Ça a été utilisé d'ailleurs par Macky Sall pour éliminer des candidats, des opposants politiques. Donc ça, il faut... Au-delà de ça, il y a un travail remarquable qui a été fait dans le cadre du dialogue politique et qui a, par des experts internationaux quand même, avec des recommandations qui sont là. Toutes ces recommandations doivent être mises en œuvre et emprunter la voie de l'Assemblée nationale. Et puis, il faut tenir le recensement des votes des députés. Il faut qu'à chaque fois, à chaque initiative prise par l'Assemblée nationale, les Sénégalais sachent qui a voté pour, qui a voté contre, qui s'est abstenu. Parce que les échéances ne sont pas loin. Je ne pense pas que cette législature dure au-delà de 2 ans. Je parle de l'échéance pour l'Assemblée nationale. Ce sont des députés qui ont un rôle historique, qui font déjà l'histoire. Ils doivent prendre conscience de
cette dimension historique de leur mission, tout en sachant qu'à mon avis, elle ne durera pas au-delà de... Alors pour vous, ces années. élections traduiraient une recomposition politique pour vous? C'est forcément... Il y a d'abord de l'incertitude, hein, parce que c'est lié à la composition du bureau, à la désignation du nouveau Premier ministre, à la constitution d'un nouveau gouvernement. Je pense quand même que Macky Sall va se rendre compte qu'il a fait de mauvais choix dans ses alliances initiales, dans ses alliances complémentaires, entre guillemets, la manière de les acquérir. Donc il y a forcément, comme systématiquement après les élections au Sénégal, l'entrée dans une période de recomposition. Alors, deux questions avant de boucler. D'abord, justement, la dimension économique avec l'absence d'industrialisation. Est-ce que c'est le talon d'Achille des options économiques du président Sall? Je ne mettrai pas la faute seulement sur lui. Il a perpétué une démarche erronée. Quand vous parlez d'émergence, vous vous en référez aux pays qui ont réussi leur émergence. Et les pays qui ont réussi leur émergence sont des pays qui ont construit une industrialisation à partir de leur artisanat. On a cette chance au Sénégal d'avoir un artisanat dynamique qui n'a pas besoin de beaucoup pour se transformer en semi-manufacture et en industrie. Nous, en tout cas, notre programme est basé sur cette démarche. Et le secteur privé? Le secteur privé, il faut lui donner sa place. Je crois qu'il doit se renouveler aussi. Il ne faut pas le considérer comme un secteur limité aux grandes entreprises, parce que malheureusement, c'est toujours un peu ça. Les petites entreprises, les petits entrepreneurs, les auto-entrepreneurs doivent être de la partie, doivent parler de leurs difficultés, et cela n'est possible, il n'est possible de faire entendre sa voix que regroupé, et là, il faut qu'il le fasse. Par contre, notre secteur privé doit cesser de souffrir de ce que j'appelle le phénomène d'éviction, organisé également par la gouvernance de Macky Sall, qui consiste à privilégier les grandes entreprises étrangères par rapport à notre secteur privé national. La transition est trouvée, pour parler de géopolitique, enfin, du président Sall comme président de l'Union africaine. À mi-mandat, vous retenez quoi? Bon, écoutez, d'abord, j'ai été très déçu de constater, mais ça c'est une décision dans le cadre de la CEDEAO, mais la CEDEAO l'a proposé comme président UA. J'ai été très déçu de constater qu'il n'était pas capable de défendre la constitution de son pays sur la logique de 2 mandats. Alors, des réunions qui ont été consacrées à cette question. Bon, je constate qu'il assiste à des réunions organisées au niveau international. Ce que je regrette, personnellement, c'est que dans la recomposition actuelle du monde, en 2 blocs, il faut le dire. Oui. On a peut-être la chance de retrouver un tiers-monde fort pour rééquilibrer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Il ne faut surtout pas s'aligner. C'est vrai, il y a eu la conférence de Bandung à l'époque avec de très fortes personnalités. Malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique en manque et c'est très dommage. Oui, Abdoul Mbaye, une dernière question. L'ultralibéralisme est en progression malgré les crises qu'on note à l'interne aujourd'hui. Le monde bouge avec une croissance économique presque égale 0, presque nulle. Les pays en développement comme le Sénégal devraient se comporter de quelle manière pour sortir de cette crise, une crise qui risque de durer longtemps? Alors moi, je bâtis notre démarche globale autour de la recherche de souveraineté dans le cadre d'un ensemble sous-régional. Oui, mais en tant que banquier dans ce domaine, parce que finalement, même du point de vue justement de la politique bancaire aujourd'hui au Sénégal, le Sénégal ne représente pas grand-chose sur ce terrain et dans ce secteur. Plus rien, tout est entre les mains de l'extérieur.
Donc souveraineté comment? Oui. Vous avez par exemple, on a évoqué tout à l'heure la question des prix dans le domaine alimentaire. Oui. La nécessité de la souveraineté alimentaire, c'est la grande leçon de la crise, guerre provoquée par la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous n'avons pas de réponse, ni technique, ni stratégique, ni bancaire. Oui. C'est vrai qu'ils ont sorti tout de suite là-bas de mettre en place une ligne de crédit spécifique, vous avez un nouveau programme, etc. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on constate? Il faut, et ça concerne l'agriculture, mais ça peut concerner aussi demain l'industrie, justement par le développement de l'artisanat, puisqu'il y a crise au niveau mondial et que les répercussions arrivent trop vite sur nous, il faut qu'on construise des souverainetés et qu'on apprenne à être, on ne peut pas être totalement indépendant, à être le plus indépendant possible. Pourquoi, je donne vraiment le petit exemple terre à terre, pourquoi importer des chaussures à n'en plus finir de l'extérieur alors qu'on peut les produire sur place? Et d'ailleurs, alors qu'on en exporte déjà. Oui. Quand vous allez à Tilène, les gens produisent, exportent sur le Niger, sur le Mali, etc. Pourquoi, vous et moi, nous sommes habillés à la mode sénégalaise par des créateurs sénégalais. Pourquoi ne pas bâtir sur l'artisanat de confection, de l'autosuffisance, et au-delà de ça, une force d'exportation vers d'autres pays. Donc, démarche comme ça que l'on généralise. Et donc, ça vaut pour l'industrie, ça vaut pour le débouché demain sur la pharmacie. Regardez, vous allez être étonné de l'apprendre. Vous l'avez cité tout à l'heure, je crois, dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur, il y a une cité du savoir dont la réalisation était prévue. Il faut savoir qu'il y a des équipements qui sont en caisse depuis 3 ans, grâce au ministre Mary Teuw Niane, qu'il faut vraiment féliciter pour la force de sa conviction, son dynamisme, ses réalisations. Mais si on les avait ouvertes, et si on avait créé les laboratoires prévus, on aurait été en mesure de produire des vaccins anti-Covid. Donc, intégrons cette confiance en nous, cette capacité que nous avons à construire des souverainetés jusqu'au plan monétaire, et ça nous ramène, ça fait le lien avec la politique de financement. Parce que quand vous avez une vision claire, par exemple, sur le développement de l'agriculture, vous devez aussi savoir gérer un certain nombre de paramètres par vous-même. Et bon, c'est peut-être un peu long là, je crois. Oui. De mon point de vue, l'inclusivité financière est une innovation majeure de nos jours. Ça arrive petit à petit, mais on ne met pas encore l'accent. Et quand on peut mettre l'accent, on le fait dans un mauvais sens. Je vous donne un exemple. On crée au niveau de notre parti des caisses qu'on appelle Amaliakar, et on a fait un beau test à Kaolack. On met un fonds de départ, 100 000 francs, c'est pas grand-chose. Vous le donnez à un groupe d'une vingtaine de femmes. Eh bien, j'ai été surpris de constater qu'au bout de 5 mois, toutes avaient doublé le capital. Ah, mais c'est clair. Et vous vous rendez compte? Oui. Mais ces femmes, et en plus, on a dit, mais quand vous êtes capable, quand vous avez doublé, la moitié de ce que vous avez reçu, vous le mettez à disposition d'une autre caisse. Oui. Mais quand ils vont, eux, on revient à un problème de gouvernance, décider de mettre à disposition des femmes des sommes ou des jeunes, ben, ils vont faire des choix politiques. Et quand vous faites le choix politique, l'obligation de remboursement et la contrainte de solidarité que peut créer le remboursement disparaissent. Surtout quand il s'agit justement de choix partisans. Donc exactement. Et on est dans une logique de gaspillage plutôt que de développement. Le dernier mot, dans un contexte difficile comme celui dans lequel nous sommes, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et social, quel message à donner? Un seul. Lequel? Donner au président Macky Sall qu'il écoute son peuple. Merci Abdoul Mbaye.
Ça a été encore une fois un plaisir de vous recevoir à Objection pour rappeler qu'Abdoul Mbaye est le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, membre de l'intercoalition Wallu Yewwi. Merci à l'équipe technique à la tête, à Alioune Badara Socé, Abdoulaye. Au revoir. Merci beaucoup.